Bonjour à tous et bienvenue dans une émission exceptionnelle pour cette fin d'année qui vient récompenser les meilleurs gauchistes, non pas de la semaine, mais bien de cette année 2024 qui a été riche en émotions fortes de la part des gauchistes qui nous ont fait passer du rire aux larmes. Parfois on était complètement atterrés, parfois on était presque émerveillés par autant de bêtises, franchement. Et donc pour les récompenser de tous leurs efforts, vous allez voir, il y en a certains qui ont énormément donné cette année. Je pense que, j'espère pour eux qu'ils vont prendre un peu de vacances parce que franchement, ils ont été très costauds. Pour récompenser tous ces valeureux gauchistes, je vous propose qu'on revienne sur les faits d'armes des 15 meilleurs, des 15 plus gros gauchistes de cette année passée. Alors en préambule, très rapidement, pour ceux qui n'auraient pas forcément les idées claires là-dessus, qu'est-ce qu'un gauchiste? C'est tout simplement quelqu'un qui se soumet à l'idéologie de gauche, voilà. Pas compliqué jusque-là. Alors l'idéologie de gauche, qu'est-ce que c'est? C'est une pulsion du ressentiment, c'est une pulsion de mort et ultimement une pulsion de destruction. Plutôt que de s'élever vers le meilleur, de faire des efforts, le gauchiste va, au nom des bons sentiments, bien entendu, rabaisser ceux qui réussissent, parce que la réussite, c'est quand même un petit peu fasciste, quand même. Et donc le gauchisme, c'est l'absolutisme égalitariste, l'égalité avec un E majuscule, l'égalité absolue, pure et parfaite, complètement fantasmée évidemment, c'est l'objectif de nos amis de gauche. L'obscurantisme égalitariste est aussi un pilier de cette idéologie, la négation que les différences entre les sexes, entre les individus, entre les populations puissent au moins en partie être d'origine biologique. Ça pour eux, c'est pas possible. Voilà. La nature, l'inné, ça n'existe pas, les gènes non plus. On a bien entendu une hypocrisie totale à gauche, on a l'ethnomasochisme. Bref, vous avez saisi l'idée. Et c'est donc en partant de cette idéologie de gauche qu'on va classer ceux qui sont le plus illustrés en défendant ces principes, en étant des représentants plutôt exceptionnels quand même de cette mouvance idéologique. Et les amis, je vous propose qu'on commence immédiatement alors par un petit best-of avant d'entamer par la 15e place, un petit best-of de ceux qui auraient pu être dans le classement, parce que franchement cette année, on a été servi. Alors je vous propose qu'on regarde immédiatement cette vidéo. Voilà, ça m'a fait beaucoup rire, j'étais obligé de vous la partager. On se retrouve donc avec une assemblée générale riposte trans féministe Paris-Banlieue qui ont décidé d'apporter leur soutien, donc les transsexuels, qui ont décidé d'apporter leur soutien à la Palestine. Voilà, cette année, elle a quand même été riche en émotions, c'était en mai dernier, on les écoute. Aujourd'hui, nous, on est ici pour vous dire Gaza, Gaza, les trans sont avec toi. 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 Bon, on va pas épiloguer, eux ils sont avec Gaza, je suis pas certain que Gaza soit avec les trans, c'est assez énorme quand même, Faut dire, franchement, comme quoi il y avait du niveau, Là c'est vraiment du gauchiste de compétition, là, avec leurs petits poings serrés, en l'honneur de Gaza, nos amis transsexuels, voilà, ça commence très fort. Autre prise de position gauchiste qui m'a quand même beaucoup marqué, je la partage avec vous, c'est un peu moins marrant, on a Johan Ferber qui, sur Twitter, nous dit « L'incendie de Notre-Dame de Paris est factuellement un non-événement total ». Donc ça, c'était 5 ans après l'incendie de Notre-Dame, et bon, force est de constater qu'on a là, véritablement, une définition qui est finalement pas idéologique de ce qu'est le gauchisme, mais c'est juste charnel, c'est ressenti. Est-ce que vous avez été choqué, vous avez vécu l'incendie de Notre-Dame de Paris comme quelque chose de dramatique, ou en tout cas de très grave, et qui évidemment était rattaché quand même un peu à l'image de la France, ou alors est-ce que vous n'avez rien ressenti de particulier, et peut-être même une certaine jouissance, dans ce cas-là, vous êtes un gauchiste. Autre gauchiste qui aurait pu être dans ce classement, les amis de l'année, c'est Manon Aubry, pour cette scène extraordinaire, regardez en vidéo, c'est encore mieux, la voici avec Ursula von der Leyen, après l'élection d'Ursula von der Leyen à la tête de la Commission européenne, Manon Aubry, qui, au moment de la campagne des européennes, jouait la guerrière farouche opposée de toutes ses forces à Ursula von der Leyen, et bien on la voit l'embrasser si chaleureusement, franchement, mais c'est un théâtre total. Et elle a été évidemment extrêmement gênée de la diffusion de cette vidéo. Cette image est fait quand même très mal. Magnifique, magnifique. L'hypocrisie de la gauche complètement démontrée par cette image saisissante. Et puis, autre personne qui aurait pu être dans ce classement, alors je ne l'ai pas mise parce qu'elle est quand même assez insignifiante, même si c'est assez intéressant parce qu'il s'agit d'Isabelle Vera-Masson, qui est directrice de recherche au CNRS. Vous savez, les gauchistes, ils aiment bien se parer de titres prestigieux comme ça. Alors généralement, c'est pas dans des sciences dures, clairement. Mais là où c'était incroyable, c'est que cette femme-là, donc en s'appuyant sur ce titre presque de noblesse, de directrice de recherche au CNRS, qui nous livre son analyse après la mort d'une fillette de 7 ans lors d'un rodéo.
Voilà ce qu'elle dit à propos des racailles. Hein. Ce ne sont pas des voyous, ils s'ennuient. C'est West Side Story. On fait des bêtises. Ils ne savent même pas que c'est interdit. Ça, je rigole, c'est un drame, hein, évidemment, mais c'est tellement hors sujet, en fait, que c'en est incroyable. Et cette même personne, eh bien, elle avait déjà eu une analyse similaire à propos du drame de Crépol, en comparant cette attaque au cri anti-blanc hein, de la part des racailles, c'est une attaque qui a coûté la vie à Thomas. Elle a comparé ça à l'époque à Roméo et Juliette, une rixe avec deux familles qui se détestent. Les Montaigu et les Capulet, quoi. Mais sauf que là, on n'est plus dans l'Italie et on est pour une partie d'ailleurs même plus en Europe. Bref, mais alors, une analyse, là encore, totalement déconnectée du réel. Mais c'est pour vous montrer que les gauchistes ont un pouvoir de nuisance qui est assez considérable, c'est-à-dire que parce que parmi eux, il y en a qui ont des hauts titres universitaires, etc., eh bien, ils peuvent asséner des choses comme ça qui n'ont aucun sens et ça imprime dans les médias, malgré tout. Donc là, c'est quand même assez nocif. Alors les amis, on débute ce classement des 15 pires ou meilleurs, comme vous le souhaitez, gauchistes de l'année 2024, avec en 15e position Pablo Pio Vivien. Alors pour rappel, pour ceux qui ne savent plus exactement qui est ce bonhomme-là, eh bien je vous propose qu'on écoute des propos qu'il avait tenus en 2023, ça va vous permettre de situer le personnage. On commence avec cet extrait d'une émission sur BFM. On écoute. Place de la République, les gens qui criaient à l'Akbar, c'était en soutien à Israël. Mais pas du tout, c'était en soutien à la paix. C'était en soutien à la paix. C'est un manifestant. Mais bien sûr, mais c'est un cri de paix. Mais bien sûr, mais dans l'époque récente, Al-Akbar est un cri de paix. Ce sont des gens tout à fait. Mais je suis désolé, mais oui. Mais oui. En fait, l'islam, pour la majorité des musulmans, est une religion de paix. Alors à Bruxelles. Voilà, donc pour Pablo Pio Vivien, oui. Allah Akbar est un cri de paix. Alors, c'est quand même assez costaud. Enfin, je rigole, là encore, il n'y a rien de très drôle. Hein. Enfin, en fait, c'est fascinant de bêtises. Après des centaines de morts dues à des terroristes islamiques qui criaient Allah Akbar, bon, on peut quand même douter du fait que c'est un cri dédié à la paix. Mais Pablo Pio Vivien, lui, il doute pas. Voilà, il est convaincu que c'est un cri de paix. Voilà, donc vous voyez un peu le genre de type. Pareil, regardez sur BFM, en 2023 toujours, ce qu'il disait sur l'accueil des migrants. Pour lui, la solution, elle est simple, on accueille tout le monde. Tout le monde. Oui, moi je pense qu'il faut accueillir tout le monde. Il faut contrôler. Là, vous n'êtes pas du tout à contre-courant de ce que les gens pensent. Moi je pense qu'il faut accueillir tout le monde. Si. Il faut contrôler qui rentre sur le territoire, c'est-à-dire donner des papiers à tout le monde, vérifier qui rentre sur le territoire. Mais on accueille tout le monde. Mais qu'est-ce que vous voulez? Non mais en fait c'est ça aussi, le sens. Tout le monde. Bon voilà, je pense que j'ai pas besoin de commenter plus, hein, vous voyez un peu le niveau de folie de ce gars-là. Et puis cette année, il s'est illustré, alors je vous passe à chaque fois, pour chaque concurrent, je vais vous passer quand même quelques éléments, parce que je vais pas tout vous passer, sinon on n'a pas fini. Hein. On va l'écouter sur l'immigration à Mayotte. Et pour lui, finalement, l'immigration, c'est un phénomène contre lequel on ne peut rien, qui aura toujours lieu, et donc finalement, il faut accueillir. Donc on l'écoute. Beaucoup mieux. Donc, il y aura toujours, en fait, des flux. Et ces flux, moi, je vais vous dire, lorsqu'on essaye de s'opposer à des flux migratoires, la seule chose que l'on crée, c'est de la souffrance et de la mort. Donc voilà, là on a l'idéologie de gauche face à l'immigration, c'est frontières totalement ouvertes, on accueille tout le monde sans restriction, parce que de toute manière, il n'y a pas le choix, et en même temps c'est une richesse, donc Pablo Pio Vivien, franchement c'est vraiment un très très beau spécimen, pour qu'il ne soit qu'à la 15e place, vous imaginez bien qu'il y a du très très lourd qui arrive. Pour finir sur lui, allez, une petite cascade hypocrite de gauchistes comme on en connaît des milliers, hein, c'est un grand classique. Donc on le voit parler du drame de Mougins qui avait coûté la vie à un gendarme. Voilà ce qu'il dit, un refus d'obtempérer. On ne peut pas changer une loi parce qu'il est arrivé un fait divers, aussi abominable soit-il. Ok, sauf que, évidemment, après l'affaire Naël, eh bien, il a partagé une pétition qui appelait à abroger le permis de tuer des policiers pour éviter d'autres morts comme Naël. Un immense classique que ce 2 poids 2 mesures, mais c'est toujours fascinant à observer quand même. Bref, Pablo Pio Vivien a marqué cette année 2024, bravo à lui. En 14e position, on retrouve un penseur de gauche, Geoffroy de la Gannerie, qui nous a parlé de la France, de ce qu'était la France. Pour lui, pas grand-chose, vous allez le voir. J'en ai parlé récemment dans un top 5 des gauchistes de la semaine, donc je vais pas aller beaucoup plus loin, je vous passe l'extrait, il est édifiant. Mais la France, ça n'existe pas. Il faut que les gens comprennent que la France, ça n'existe pas. Une société, ça n'existe pas. Une société, ça se réduit à ce que les gens en font. C'est un territoire, c'est des papiers, point. C'est rien d'autre. Donc, peut-être que je sais pas, mais moi je le dis comme ça, mais
Quand les gens s'opposent à la théorie d'un remplacement, je sais pas quoi, en disant mais c'est fictif, y a pas. Je dis mais on s'en fout. Je veux dire, si jamais dans 100 ans la France il y avait que des Noirs, des Arabes tous voilés, bah tant pis, on s'en fout. Enfin tant pis, tant mieux, j'en sais rien. C'est un territoire, c'est ce que c'est. Il y a rien d'autre que c'est ce que c'est. Il y a pas d'essence. C'est ce que c'est. Voilà, donc ça c'est du gauchisme chimiquement pur. J'aurais pu le mettre beaucoup plus haut dans le classement, Geoffroy Laganerie, parce que franchement c'est un gros poisson hein, dans le domaine du gauchisme. Mais cette année j'en ai pas beaucoup parlé dans mes top 5, donc du coup je le laisse à une place correcte. Il est classé, mais je le mets un petit peu quand même de côté, parce que vous allez voir, il y a des gens qui sont un peu du même niveau de folie, et qui ont été de surcroît beaucoup plus actifs en 2024. Donc voilà pour la 14e place. En 13e place, on a Jean-Michel Apathy, notamment pour ce tweet, mais il y avait évidemment plein de folie de sa part que j'ai partagé avec vous au cours de cette année, mais ce tweet était quand même assez énorme. Alors, Laurent Jacobelli, député RN, qui tweetait innocemment, il ne s'attendait pas à la réaction de Jean-Michel Apathy, sur la fête du cochon dans sa ville de Hayange. Bon, la fête de cochon, il y en a partout en France, c'est traditionnel, c'est un grand classique. Bon, mais alors pour Jean-Michel Apathy, c'était une provocation. Voilà, regardez ce qu'il écrit. « J'ai du mal à croire qu'un député de la nation se livre à cette grossièreté. » En même temps, il s'agit du Rassemblement national de Laurent Jacobelli. Voilà, mais comment est-ce possible d'être aussi bête? Enfin, c'est ridicule, voilà, c'est ridicule. Pour Jean-Michel Apathy, qui est un bourgeois, alors il a beau venir du terroir du sud de la France, bon, en réalité, bon, c'est un mec qui, à mon avis, n'a pas vu la ruralité depuis très longtemps, parce que sinon, il n'aurait pas sorti un tweet aussi bête. Voilà, la fête du cochon, bah oui, désolé. Désolé d'être en France, désolé d'avoir encore des cochons, et désolé de vouloir faire la fête. Jean-Michel Apathy doit pas être très fun comme type, mais en même temps, il nous fait marrer, donc c'est déjà ça. Mais voilà, un petit tweet pour vous illustrer un peu la bêtise de Jean-Michel Apathy. Pour ceux qui ont la curiosité d'aller plus loin, vous regarderez les anciens numéros du top 5 des gauchistes de la semaine. Il était régulièrement présent, et toujours pour notre plus grand plaisir. En 12e position, on a Philippe Poutou. Alors lui, c'est vraiment un cas très très spécial, c'est vraiment un gauchiste taré, voilà. C'est un politicien, ex-candidat à la présidentielle, bon voilà, mais c'est surtout un fou, voilà, vraiment un fou qui appelle à l'émeute, à la violence, en toute décontraction, tout ça au nom du bien, évidemment. Donc on le voit par exemple tweeter, c'était le 23 mai, au moment des émeutes en Nouvelle-Calédonie, voilà ce qu'il tweet, « Journée de la flamme à Bordeaux, avec la flamme olympique qui passait. Face au cirque olympique, à l'argent dépensé scandaleusement dans les JO, face au mépris du pouvoir national comme local, il y a bien des flammes qu'on préfère, comme un signal des révoltes qui sont là et d'autres qui viendront. » Et les flammes que préfère Philippe Poutou, ce sont bien entendu celles qui sortent du cocktail Molotov. L'image jointe au tweet est évidente, hein. Et le lendemain, voilà ce qu'il disait, et là on comprend un peu mieux de quelle révolte il parle. Aucune illusion suite à la visite de Macron à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Il se moque profondément du peuple kanak, comme des opprimés en général. S'ajoute ici la domination coloniale et racisme. Ce mépris du dominant devient haine de classe quand la colère éclate. L'issue est bien dans la révolte. Voilà le message qu'adressait Philippe Poutou aux émeutiers anti-blancs, pour beaucoup, en Nouvelle-Calédonie. Votre révolte est légitime. Vous avez raison d'utiliser la violence comme moyen d'action et l'usage de cocktails Molotov est autorisé, quoi. Voilà en gros ce qu'ils disent. C'est de la folie furieuse. Donc c'est quelqu'un de très dangereux, Philippe Poutou, mais tellement caricatural que, bon, je ne l'ai pas mis si haut que ça parce qu'en fait il est assez inoffensif, pour être honnête. Parce que bon, tout le monde voit bien que c'est un dégénéré. Mais voilà, il est quand même dans le classement. En 11e position, on retrouve Ilan Gabay, qui est le spécialiste international du retournement de veste, qui est une spécialité de la gauche. Mais alors Ilan Gabay, c'est un petit jeune, mais lui, il est très très fort dans cette discipline, champion olympique, hein. Là, il n'y a pas de doute. Regardez-le. Alors, on le voit d'abord, qui reprend Éric Zemmour, qui diffusait les images d'un attentat en Allemagne. Bon, et Ilan Gabay, qu'est-ce qu'il répond? Vidéo signalée à Pharos. Quelle horreur de diffuser ça sans floutage. J'espère que votre casier judiciaire va s'allonger. Sauf que, à quelques heures d'intervalle seulement, eh bien voilà ce qu'il tweetait. Nouveau bombardement d'Israël aujourd'hui dans le camp de Jabalia en Palestine. TF1 déroule le tapis rouge à un criminel de guerre, parce que Netanyahou était interrogé à cette époque-là. Et lui, il n'y a pas de souci. Là, il diffuse une vidéo où on voit des gens ensanglantés, des cadavres, etc. Vous voyez, c'est juste extraordinaire. Mais il s'est pas arrêté là. C'est quelque chose qui, chez lui, est une seconde nature, hein. On le voit, qui est interpellé sur les réseaux sociaux par quelqu'un qui lui demande une réaction par rapport à un drame. Et lui, voilà ce qu'il dit. Alors, ça va pas dans le sens de la gauche, évidemment. Il dit « Je ne commande pas les faits divers chargés d'émotions. Les commentaires sur ces sujets ne servent absolument à rien. Le néant total. On n'a jamais fait avancer la société sous l'émotion. »
Sauf que, eh bien, le voilà qui évoque la mort de Naël, en disant justice pour Naël et tous les autres. Et là, il n'y a pas de problème pour parler avec émotion d'un drame. Et là, la société doit avancer. Franchement, c'est complètement dingue. On l'a vu aussi en Allemagne. Alors ça, c'était assez énorme. J'en ai parlé récemment, donc j'essaie d'aller très très vite là-dessus. Il a tweeté « Honte à tous les charognards qui, alors que des corps sont encore chauds et que certains se battent pour survivre, exploitent l'horreur pour attaquer leurs adversaires politiques. » Il n'existe pas de mots assez forts pour qualifier un tel comportement. Sauf que ça, c'était avant de savoir que le profil de l'attaquant, de l'assaillant, eh bien, pouvait avoir certains éléments. Bon, en réalité, il s'est avéré que ça n'avait aucun sens, j'en ai parlé en longueur, donc je m'arrête là, mais pouvait avoir certains liens avec la droite, etc. C'était du vent complet. Mais dès qu'il a compris qu'on n'était pas sur une attaque islamiste, mais sur quelque chose qu'il pouvait potentiellement relier à la droite, eh bien là, les beaux discours se sont envolés. Voilà le tweet qu'il a fait quelques heures plus tard seulement. Le terrorisme d'extrême droite frappe l'Europe. Voilà, donc je vous passe les détails, mais c'est phénoménal. Donc c'est un petit jeune, Ilan Gabay, il est déjà dans le grand bain, je l'ai mis à la 11e place, et franchement, je pense que l'année prochaine, il va grimper encore. Parce qu'il est très très costaud. Alors, avant de découvrir la 10e place de ce classement annuel, on va s'offrir un petit intermède. Intermède quand même un peu lourdingue. Désolé d'avance. Mais je pense que c'est important de dire ce que je vais vous dire là. On va s'intéresser aux gauchistes criminels de l'année. Parce qu'il y en a eu une palanquée. Voilà. Et franchement, on est dans l'ignoble. C'est sidérant. Alors, on commence immédiatement avec le député LFI Andy Kerbrat, qui a été interpellé, alors là ça a quand même fait les gros titres, et c'est assez léger comparé aux autres, donc on commence tranquillement, hein, qui a été interpellé et poursuivi pour usage de stupéfiants. Il a été pris dans le métro parisien en train d'acheter de la drogue à un mineur, a priori, enfin bref, vraiment très obscur. Alors une affaire qui a fait scandale, évidemment, sachant qu'en plus, il a utilisé l'argent des frais de mandat pour acheter la drogue. Bon, complètement dingue. Alors, sauf que là, ce qui est incroyable, c'est qu'il est toujours député France Insoumise hein, à l'heure actuelle. Bon, pourquoi pas. On a le droit à beaucoup de choses quand même. On a beaucoup de jokers hein, dans ces cas-là. Souvenez-vous, par exemple, de Adrien Quatennens, qui a longtemps été pressenti pour être réinvesti en tant que candidat aux législatives. Ça a été évité à la dernière minute, alors qu'il a été condamné pour avoir frappé sa femme. Bon, donc ça c'est vraiment de la dégénérescence soft, on va dire, mais là, c'était un peu la 3e place de ce mini-podium au sein de ce classement plus large. Hein. On a vraiment de l'immonde, avec cet ancien journaliste, notamment pour France Télévisions et Arte, Jean-Philippe Desbordes, qui a été condamné pour avoir violé sa belle-fille des centaines de fois. C'est une affaire particulièrement sordide. Je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est le silence médiatique. Bah oui, c'était quand même un ancien journaliste de gauche. Donc évidemment, là, tout le monde se tait dans le sérail politico-médiatique, bien gêné par cette histoire. Mais le pire, c'est ce qui s'est passé aux environs de Nantes. Torture et viol d'une fillette handicapée à Nantes, un ancien candidat LFI mis en examen. Pierre-Alain Cotineau, pour des faits de viol avec acte de torture ou de barbarie, agression sexuelle sur une enfant de 4 ans, handicapée, qui avait été placée chez lui par l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, parce qu'il était famille d'accueil, voilà. Et donc, il a sévi de la pire des manières. C'est vraiment l'abomination suprême hein, contre cet enfant. C'est même pas une jeune fille, c'est une jeune enfant. Évidemment, c'était donc un ancien candidat LFI, très engagé dans le monde associatif LGBT du coin. Et regardez-le, il a manifesté cette année même contre le Rassemblement national au moment des législatives. On le voit donc défiler avec un drapeau LGBT dans la main. Et regardez, à ses côtés, une petite fille, dont le visage est heureusement caché sur cette photo, mais qui pourrait bien être, on est quasiment certain, celle qui subissait les pires sévices, les pires tortures de la part de ce salaud. Voilà. Bref, voilà, on revient à la légèreté, mais je pense que c'était une parenthèse nécessaire. En 10e position, on retrouve Thomas Joly, le metteur en scène de cette cérémonie d'ouverture des JO qui a marqué l'année 2024, avec cette scène, c'est le cas de le dire, hein, qui reprenait bien entendu l'imagerie biblique. Cette scène, donc C-E-N-E, qui symboliquement reprenait donc
ce dernier repas de Jésus avec des drag queens, une lesbienne DJ au centre. Bon, bref, complètement déjanté et évidemment vachement irrespectueux pour beaucoup de chrétiens en France, mais aussi à travers le monde. Et là, le problème, c'est que ça n'a pas plu à tout le monde. Ce qui a d'ailleurs occasionné un spectaculaire retournement de veste de la part de Thomas Joly, c'est très gauchiste, hein, ça, qui nous dit « J'ai voulu faire une cérémonie qui répare, qui réconcilie ». Voilà. Parce qu'en fait, il y a plein de chrétiens à travers le monde qui n'ont pas été très contents et qui l'ont fait savoir. Le CIO a dû galérer pour réparer un peu les dégâts. Bon. Donc du coup, Thomas Joly, il a été obligé de mentir sciemment. Donc au gauchisme originel de sa cérémonie d'ouverture, il rajoute ce péché gauchiste, si j'ose dire, qui est le mensonge, le refus d'assumer. Il n'y a même pas le courage. Franchement, c'est pas très honorable. Hein. Puisqu'il dit, voilà, la scène n'était pas mon inspiration, etc. etc. Mais personne n'y croit. Regardez par exemple, au moment où on a su quelques mois avant ça que Aya Nakamura serait présente à la cérémonie d'ouverture des JO, il y avait déjà eu une polémique assez énorme. Et à ce moment-là, Thomas Joly avait annoncé des surprises bien plus radicales que la présence d'Aya Nakamura. Donc il voulait choquer, voilà, pas réparer et réconcilier, comme il l'a dit ensuite. En plus, on en a eu la preuve avec une drag queen, ou un drag queen, je sais pas comment on dit, qui était présent sur place, et qui a démenti cette idée que la scène n'avait pas inspiré ce visuel, enfin c'est évident. On a aussi la DJ lesbienne là qu'on voit au centre de la scène, qui repartage sur Instagram une story qui dit oui, le Nouveau Testament gay, avec cette allusion évidente à la scène. Bon, vous avez également France Télévisions, qui était quand même la chaîne qui diffusait officiellement les JO, hein, qui avait tweeté, ça a été retiré ensuite, hein, une mise en scène avec l'orthographe qui va bien, légendaire. Donc c'était assumé. Et pour finir, on a Damien Gabriac, co-créateur de cette cérémonie d'ouverture, qui a admis sur France Inter que, bien entendu, la scène était une inspiration de ce tableau. Voilà. Donc Thomas Joly a frappé très fort, il a fait qu'une seule chose gauchiste cette année, mais ça a suffi à le propulser dans les hauteurs du classement de ses plus gros gauchistes de 2024. En 9e position, on retrouve Ercilia Soudey. Alors j'en ai parlé à longueur d'année de cette nana, à la fois dans mes top 5 des gauchistes de la semaine, mais aussi dans mon émission Nouvelle Vague. C'est vraiment un sacré morceau, hein, si j'ose dire, cette Ercilia Soudey. Alors elle a passé son année à mener une campagne anti-israélienne féroce. Voilà, on la voit. Par exemple, hein, quelques exemples que je vous montre là. Il nous dit bien arrivé aux universités d'été du NPA, Philippe Poutou, hein, comme quoi tout le monde se retrouve. Donc on la voit en photo avec des symboles palestiniens, du boycott d'Israël, etc., etc. On la voit ici toujours aux universités d'été, très heureuse d'être sur la scène avec des symboles qui ne laissent pas de doute sur sa position. C'est aussi quelqu'un qu'on a vu récemment en marge du match France-Israël dans une manifestation en soutien à Gaza, à la résistance de Gaza, avec tout ce que ça recouvre derrière, hein, aux côtés d'Éric Coquerel et aussi d'un islamiste fiché S, Elias Dimzalen, qu'on voit ici. Donc vraiment, Ercilia Soudey, c'est une nana qui a vraiment passé son année à cracher sur Israël et à alimenter l'antisémitisme islamiste. Il n'y a aucun doute là-dessus, c'est objectivement ce qu'elle a fait. Mais là où c'est colossal, c'est qu'il y a eu une attaque contre une synagogue à la Grande Motte il y a quelques mois. Et regardez ce qu'Ercilia Soudey a tweeté. Toute notre solidarité va à la communauté juive de la Grande Motte, prise pour cible à travers cet acte antisémite. Ayons à l'esprit que cet incendie criminel s'inscrit dans une préoccupante augmentation des attaques visant les lieux de culte. Alors là, elle essaye de reparler des mosquées, de l'ultra-giga-droite qui attaquerait les mosquées. Enfin bon, évidemment, ça n'a rien à voir, surtout que, comme on va le voir plus tard, cet assaillant, il l'a fait au nom et avec les symboles de la résistance palestinienne. Hein. Donc Ercilia Soudey, c'est quelqu'un qui feint de manière honteuse de déplorer les effets de sa politique, de son combat au quotidien. Franchement, c'est hallucinant. Alors j'aurais pu vous dire beaucoup de choses, juste une petite douceur comme ça, un petit bonbon de Noël. Le collectif Némésis qui évoque un viol commis en pleine rue par un migrant guinéen, c'était à Lille. Et donc, le collectif Némésis qui dit « Voici un poste que vous ne verrez jamais chez Ercilia Soudey et ses amis de la France Insoumise ». Et Ercilia Soudey qui répond « Je suis député, pas responsable de la rubrique faits divers ». Vous voyez le mépris total pour cette femme victime de viol, mais aussi pour toutes les autres qui sont victimes de viol par des OQTF, par des clandestins, par des migrants, dans l'espace public. Et Dieu sait que malheureusement, elles sont nombreuses à subir ce genre de choses. Mais
vu que les coupables eh bien, sont des gentils dans la grille de lecture enfantine des gauchistes, Ercilia Soudais n'en a rien à faire. Cette réponse est tout simplement répugnante. En 8e position, on a quand même un champion. Hein. Il a fait très fort, mais ça fait des années qu'il est au sommet. Donc il est en 8e position. Il aurait peut-être pu être un peu plus haut, mais en même temps, il y a de sacrés candidats, sacrés loustiques, un peu plus loin. Donc c'est Jean-Luc Mélenchon, bien sûr, le patron des gauchistes. Alors, je m'attarderai sur 2 points uniquement. Un, une tirade qu'il a fait sur son amour pour le peuple et pour ce que souhaite le peuple. Voilà ce qu'il dit. Vous ne pouvez pas gagner en France sans le peuple. Et le peuple veut la retraite à 60 ans, la fin du nucléaire dangereux, du marché européen de l'énergie, etc. Les insoumis ne trahiront pas le peuple. Mais ça, c'est incroyable. C'est du mensonge pur et simple. Qu'est-ce que veut le peuple? Plus que toute autre chose, c'est l'arrêt de l'immigration. Voilà. C'est la fin de cette submersion migratoire que nous connaissons. Et ça, évidemment, Jean-Luc Mélenchon n'en fait absolument pas mention. Et contrairement à ce qu'il dit, bien sûr que les insoumis trahiront le peuple là-dessus, ils le font déjà en réalité. Donc ça, c'est vraiment de l'idéalisation du peuple et des effets de manche rhétoriques. Mais derrière, il y a un profond mépris de certaines aspirations du peuple qui montrent la saloperie gauchiste, quoi. Je n'ai pas d'autre mot. Hein. Alors, de manière beaucoup plus humoristique, Jean-Luc Mélenchon, il avait fait une visite... Alors c'était l'année dernière, en 2023, à un homme dans les Vosges dont la maison avait été incendiée et la piste criminelle avait tout de suite été privilégiée par les enquêteurs et la défunte femme de cet homme était une militante active du parti France Insoumise et donc Jean-Luc Mélenchon est tout de suite monté au créneau. Il y a vu une attaque politique. Voilà. On l'a vu par exemple dire cet acte ne peut venir que de l'extrême droite. Voilà. Sauf que, alors là c'est la blague, eh bien ça n'avait strictement rien à voir avec la thèse politique qui avait été non pas avancée mais affirmée par Jean-Luc Mélenchon. Selon le procureur de la République, c'est un mobile d'ordre privé qui aurait poussé une femme à incendier cette maison. Voilà. Donc la visite de Jean-Luc Mélenchon éplorée qui nous faisait un cinéma pas possible devant les caméras, regardez-le là, eh bien c'était du chiquet, voilà. Du théâtre, rien que du théâtre. Voilà ce que c'est le gauchisme finalement. En 7e position de ce top 15 des plus gros gauchistes de l'année, eh bien on retrouve Aymeric Caron. Aymeric Caron qui a fait très fort tout au long de 2024, bravo à lui. Alors petit rappel, qui est Aymeric Caron? C'est un hypocrite, voilà. Puisqu'il adore les classes populaires, il adore la diversité, il adore l'immigration, bien sûr, cet enrichissement. Sauf que, petit détail, léger détail, les amis, eh bien, Aymeric Caron, il met ses enfants dans une école à Versailles. Eh oui, voilà. Alors, on le sait pourquoi, parce que l'histoire est folle. Aymeric Caron est entré de force dans l'école de ses enfants pour les déposer alors qu'il était en retard. La police a été alertée. C'était pas la première fois qu'il faisait ça. C'est trop bizarre. Franchement, je ne connais personne autour de moi qui ait eu ce genre de mésaventure. Voilà. Mais Aymeric Caron, si. Donc déjà, il y a un trouble. Bon, en plus de l'hypocrisie gigantesque. Alors, il y avait beaucoup de choses à dire. Un petit focus qu'on a déjà fait récemment. Donc, je m'étale pas sur le cas Aymeric Caron. De toute manière, j'ai pas besoin en plus tant que ça de vous justifier. Je pense que vous êtes tous d'accord. Récemment, il a quand même défendu la semaine à 20 heures de travail maximum en disant qu'il voulait aller vers encore moins. Donc là, c'est vraiment l'utopie gauchiste. Voilà. Ça amènerait inévitablement à l'effondrement de la société, mais ça, ils s'en foutent. Voilà. Parce que ce sont des belles paroles, c'est là pour flatter les bas instincts des gens, en fait, tout simplement. Et puis ils ont leur idéal égalitaire au dernier. Mais c'est le communisme, leur idéal. Sauf que le communisme, on travaillait quand même un peu. Il y avait Stakhanov, en fait. Pour ceux qui bossaient pas assez, les Aymeric Caron de l'époque, on les envoyait au goulag. Je défends pas ça, mais bon, peut-être que ça leur mettrait un peu de plomb dans la tête. De vivre un peu leur utopie quelques mois. Même quelques semaines, je pense que ça les calmerait. Et puis Aymeric Caron, il s'est aussi illustré pour ça. Menace contre une prof. Le député Aymeric Caron prend fait et cause pour l'élève. Mi-mars, un garçon de 10 ans aurait lancé une menace caractérisée à son enseignante. Ouvrez les guillemets. Sur le Coran de la Mecque. Tiens donc. Je vais ramener mes frères pour te décapiter. Voilà. Il venait d'être puni pour avoir participé à une bagarre. Bon, on voit très bien le profil, hein. Il est changé de classe puis d'école dans la foulée. À la demande de la famille, Aymeric Caron a pris contact avec l'inspection pour protester. Voilà. Donc ça, c'est assez exceptionnel, quoi. Toujours la défense des extra-européens, des musulmans, des pauvres petits dominés contre les vilains dominants. Les dominés ont toujours raison. Voilà la grille de lecture enfantine de la gauche.
Aymeric Caron représente parfaitement ce gauchisme à un stade clinique avancé. C'est pas beau à voir, franchement. En 6e position, on retrouve un député France Insoumise, Raphaël Arnaud, leader de la Jeune Garde, groupe radical, violent, antifa, qui s'est illustré par de nombreuses agressions, y compris contre des militants macronistes. Voilà, parce que c'est déjà l'ultra-giga droite, Emmanuel Macron, pour eux. Alors Raphaël Arnaud, il s'est illustré pour de nombreuses choses cette année. Rapidement, on va, par exemple, prendre ce tweet. Donc on parle d'Agadir, des retraités français à Agadir, et lui, voilà ce qu'il dit. C'est quand même costaud, hein. Et c'est à Agadir que le RN arrive en tête aux élections européennes pour les Français vivant au Maroc. Les suprémacistes blancs, voilà la manière dont il décrit les Français qui vivent au Maroc. Je ne sais pas s'il se rend compte de la bêtise de son propos. Franchement, pour le coup, je pense qu'il a un QI à 2 chiffres, hein, largement. Je ne sais pas s'il dépasse les 80, 85, Raphaël Arnaud. Ça se discute, bon. Sans doute moins, peut-être un poil plus. On va pas épiloguer là-dessus. Mais pour lui, voilà, les suprémacistes blancs, évidemment, vont choisir d'aller vivre au Maghreb, bien entendu. Bon, la débilité totale. Raphaël Arnaud, alors qu'il s'illustrait de manière odieuse, vous vous souvenez de cette affaire de Southport où il y avait un descendant de migrants rwandais qui avait poignardé des fillettes, des enfants dans une crèche, qui avait tué plusieurs fillettes. Émoi national total, des émeutes qui avaient éclaté dans toute l'Angleterre face à ce trop-plein de criminalité due à l'immigration extra-européenne. Et Raphaël Arnaud, lui, il avait tweeté même pas un seul mot pour ces petites filles, pour les victimes de cet attentat ignoble, mais évidemment, il s'était insurgé contre les émeutes. En pleine crise économique, l'extrême droite suprémaciste blanche, soutenue par des milliardaires, est à nouveau en roue libre totale. Vite une riposte antifasciste. Vous imaginez le degré de saloperie du type, quand même, hein. Il avait également accusé les chaînes du groupe Bolloré de pousser des extrémistes à passer à l'acte terroriste. Oui, voilà. Folie furieuse, évidemment. Sachant que quand il y a eu une attaque terroriste contre une synagogue à la Grande Motte, dont j'ai déjà parlé précédemment, eh bien lui, voilà ce qu'il tweetait. Attaque antisémite à la Grande Motte, une synagogue a été visée par un individu. Des groupes suprémacistes multiplient les menaces envers la communauté juive depuis des années et n'hésitent plus à passer à l'acte, dégageons-les. En parlant donc de l'ultra-méga-giga-droite. Voyez le degré de maladie mentale de ce type. Franchement, sachant qu'il a participé avec tout le monde, évidemment, à enflammer les banlieues de l'immigration sur la question israélo-palestinienne. Et résultat des courses, le problème c'est qu'on a des images de cet individu, il avait évidemment rien à voir avec les suprémacistes blancs, hein, puisqu'il était extra-européen et enroulé dans un drapeau palestinien. Donc vraiment, Raphaël Arnaud n'a pas usurpé sa place dans ce classement, c'est le moins qu'on puisse dire. Les amis, juste avant de découvrir les 5 premières places de ce classement, un petit mot pour un élément de mon décor que vous pouvez vous procurer. Je parle bien entendu de cette statuette qui est absolument magnifique. Lever de soleil sur les Thermopyles, tel est le nom de cette œuvre d'art absolument magnifique, réalisée par Barthélemy Fourtet, un sculpteur, un artiste de talent que j'ai eu plaisir à voir travailler parce qu'on a travaillé ensemble sur la coulée de ce bronze massif ensemble. Franchement, c'était un grand moment qu'on a immortalisé en vidéo. Je vous invite à la regarder, vous avez le lien en description de cette vidéo. Et vous avez également le lien pour vous procurer cette statuette sur le Sunrise Shop. Le lien est également en description. C'est vraiment une œuvre d'une très très grande qualité, d'une grande finesse, et qui en plus symbolise cette bataille des Thermopyles, celle qui a vu les Grecs tenir tête aux Perses et montrer un exemple de bravoure, de résistance et de défense de son identité qui, aujourd'hui encore, peut-être plus que jamais, est d'actualité. Donc c'est vraiment une œuvre absolument magnifique. Je vous invite à regarder le Sunrise Shop pour avoir plus d'infos, mais je peux vous assurer que là, je l'ai entre les mains et c'est vraiment du très 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 grand travail. Voilà les amis, retour au classement. En 5e position de ce classement, on arrive vraiment au sommet des pires gauchistes de l'année. C'est vraiment du très haut niveau. On commence avec Antoine Léaumont. J'en ai parlé à de multiples reprises. Alors, c'est vraiment un peu le ravi de la crèche de la France Insoumise. C'est un peu la caution petit blanc à lunettes,
intello, qui se fait un peu bolosser par Delogu et compagnie, mais enfin bon, c'est pas grave, mais il est insupportable quand même, voilà. Franchement, j'en ai parlé tellement de fois dans mes top 5, c'est assez hallucinant, c'est pour ça qu'il a cette 5e position. Alors, on l'a vu s'illustrer, bien entendu, au moment de serrer ou non la main du Benjamin de l'Assemblée nationale, qui était un membre du Rassemblement national. Et évidemment, il n'a pas serré la main du Benjamin. Alors, rappelons quand même à Antoine Léaumont, qui se gargarise de ça sur Twitter, que son patron, lui, serre la main de Marine Le Pen quand il la croise. Donc, ça vous montre, là encore, l'hypocrisie de la gauche, vraiment insupportable. Et puis le petit zèle d'Antoine Léaumont est horrible. On l'a vu également nous parler, bien entendu, de cette cérémonie d'ouverture des JO. Voilà, on revient sur Thomas Joly un peu. Hein. Il a repris donc cette image de la tête de Marie-Antoinette. Bon, voilà, moi j'avoue que je vois plutôt ça comme un truc un peu choc et pop. Même si, bon, je ne peux pas cacher qu'il y a des arrière-pensées politiques et idéologiques derrière tout ça. Hein. Mais bon, je n'étais pas au point de m'en offusquer. Mais par contre, la réaction d'Antoine Léaumont me rend dingue. Voilà ce qu'il écrit sur Twitter. Marie-Antoinette et Louis XVI avaient surtout comploté contre le peuple français avec les ennemis de la France. La fuite à Varennes, ni oubli, ni pardon. Voilà. Alors des trucs complètement dépassés. Lui vit, il peut se moquer des réactionnaires et compagnie, mais alors lui, il vit dans un monde où on est encore, en fait, au moment de Robespierre, de Danton, on est encore dans la terreur. Alors, il aurait aimé ça. Hein. Il aurait aimé aller en Vendée... mener une colonne infernale, le petit Léaumont. Hein. C'est sûr que ça lui aurait plu, je pense. Hein. Il l'aurait pas fait lui-même, je pense pas qu'il aurait eu le courage. Mais il aurait emmené les Delogu derrière lui, ça c'est certain. Bon, mais ni oubli ni pardon, elle a bien mérité de se faire couper la tête, alors que par ailleurs, il est bien sûr un fervent opposant à la peine de mort. Là encore, 2 poids 2 mesures. Assez visqueux. Et puis regardez ça, toujours sur les émeutes de Southport. Après donc... le crime abominable qui a coûté la vie à 3 fillettes, eh bien, il nous en parle sur Twitter. Alors, lui, au moins, il a la décence d'évoquer ça en disant « Le meurtre des 3 fillettes est un crime abominable ». Mais, évidemment, il fustige l'instrumentalisation du drame, l'excitation des haines. Voilà tout ce que fait l'extrême droite. Le chaos du Royaume-Uni, c'est ce que le RN veut voir en France. Alors ça, c'est un truc très classique à gauche. Les types disent, oui, finalement, le RN, c'est le chaos, c'est la guerre civile, etc. Mais de quoi ils parlent? L'arrivée de la droite au pouvoir, ça empêcherait justement ce chaos d'advenir. La droite ne veut évidemment pas la guerre civile ou les affrontements ethniques. Donc elle veut au contraire créer les conditions que ces drames, ces tensions, cette guerre civile peut-être n'adviennent jamais. Donc Antoine Léaumont, bon 5e de ce classement. En 4e position, on a une femme politique qui a eu un parcours gauchiste assez exceptionnel cette année. C'est pour ça que je l'ai récompensée. Elle est au pied du podium, mais franchement, elle n'était pas loin. Mais vous allez voir, la 3e lui a ravi la place. Elle est un peu sur le même terrain, mais un cran au-dessus. Donc en 4e position, on a Marine Tondelier qui a multiplié les folies cette année. On en écoute un petit florilège, mais il y avait évidemment beaucoup plus. On est parti, elle nous parle de Twitter, X, mais aussi de CNews. La solution pour elle, soit réguler, soit interdire, tout simplement. C'est parti. Je pense. Mais Twitter, il faut le réguler ou interdire, en fait. Sinon, c'est trop facile. C'est ceux qui y restent, qui en bénéficient, qui... Clément Méric, pour la dernière minute. Il faut soit le réguler, soit le fermer. Voilà. Vous faites partie. La censure, le refus du débat, c'est l'ADN de la gauche qui ne supporte pas qu'on puisse la critiquer. Donc ce n'est absolument pas le camp de la liberté. Autre propos de sa part, elle nous parle d'immigration, grand classique, on l'écoute. Les submersions migratoires, les vagues migratoires, ça n'existe pas. Pas dit de submersion. Non, mais je donne les arguments. C'est tellement gros, c'est tellement bête que j'ai même pas besoin de commenter plus. On a ce propos, alors là, c'est encore plus fort. Franchement, elle est assez exceptionnelle. Hein. Je pense que là aussi, le QI est pas très élevé. Hein. Je sais même pas comment elle est arrivée à ce niveau-là, parce que de responsabilité, parce que c'est vraiment dramatique. Voilà ce qu'elle nous dit sur ce qui menace les migrants dans les rues. On l'écoute, c'est incroyable. Et on les laisse à la rue, à la merci, je dois vous le dire, de l'extrême droite. Parce que dans plusieurs villes de ce pays, ce qui se passe la nuit, ce sont des ratonnades. C'est le GUD, les amis Jordan Bardella, des gudards, des gens d'extrême droite, des gens avec des croix gammées qui ont tatouées sur le corps et les mêmes qui se font agresser par leur appareil photo en train de faire des saluts nazis, qui les pourchassent, qui les tabassent dans certaines villes de France. C'est ça le quotidien. Bon bah là, que vous dire de plus? C'est de l'art à ce niveau-là. C'est de l'art gauchiste. C'est un tel retournement de la réalité que c'en est poétique. Vraiment, absolument magnifique, Marine Tondelier.
les migrants qui sont pourchassés par des hordes de gens d'extrême droite, c'est lunaire, il n'y a pas d'autre mot. Et puis pour finir, le petit truc marrant qu'on avait vu récemment, alors elle qui s'oppose à tous les projets de construction d'autoroutes, etc., d'infrastructures en France au nom de la protection de la biodiversité, eh bien récemment elle était toute heureuse de soutenir le projet de la construction de routes, de trains, d'aménagement du fleuve en Guyane. Voilà, ça c'est l'ethnomasochisme gauchiste. Quand ce sont des blancs qui réclament, c'est l'horreur, c'est la déforestation, c'est la fin de la biodiversité. Mais quand ce sont de gentils extra-européens qui demandent, là il n'y a pas de problème, c'est pour le développement, c'est pour le bien de leur peuple. Voilà le niveau de réflexion enfantin de Marine Tondelier. Franchement, elle nous a offert une superbe année, bravo à elle. Allez, on attaque le podium avec en 3e position Sandrine Rousseau, rien de moins que la prêtresse, la papesse du gauchisme. Franchement, elle aussi, elle nous a fait une année 2024 assez hors du commun. Il y a rien à dire là-dessus. Alors, je vais pas m'étaler parce que, bon, vous savez pourquoi elle est là. Hein. Quelques petits éléments quand même. Regardez-la qui s'extasie, je vous kiffe. Mais tellement, dit-elle, en voyant des boomers attaquer, franchement, au maillet, enfin, c'est ridicule. Hein. L'énergie, c'est l'énergie des gauchistes. Hein. Des vieux gauchistes en plus, donc ça va pas aller très loin, mais quand même, le geste est odieux. Hein. Ils attaquent donc un des symboles britanniques, la Magna Carta. C'est de la même veine que ces gauchistes qui attaquent à la peinture des tableaux, comme la Joconde, comme d'autres tableaux à travers le monde. Et évidemment, jamais d'art contemporain, mais toujours de l'art classique. Bon, bref. C'est donc un comportement absolument détestable, absurde, tout ça en plus avec un positionnement idéologique complètement débile, mais enfin c'est même pas le sujet, c'est vraiment la destruction pour la destruction, donc là c'est le gauchisme comme pulsion du ressentiment et de destruction qui s'exprime de manière chimiquement pure, hein. Regardez-les là, c'est vraiment ridicule, en plus ces vieux boomers là qui sont tout contents de vouloir attaquer un symbole de la civilisation européenne, et Sandrine Rousseau qui les soutient, c'est vraiment dégueulasse. Sandrine Rousseau qui s'est aussi illustrée, alors ça c'est assez énorme, pareil j'en ai parlé récemment, Sandrine Rousseau qui, le 10 décembre sur Sud Radio, nous dit les religions monothéistes c'est horrible, je m'en tiens le plus éloigné possible. Sauf que, elle était à la réouverture de Notre-Dame de Paris, la voilà tout sourire, voilà, elle est présente. Bon, donc c'est quand même gigantesque, cette mauvaise foi là. Franchement, Sandrine Rousseau, quoi. Bon, on va pas non plus tirer sur l'ambulance. Hein. Elle qui rêve d'être ministre de la décroissance. Alors la décroissance, là encore, c'est la pulsion de mort. Hein. C'est la volonté de décroître économiquement et donc de voir le pouvoir d'achat réduit. Ouais. Donc ça, c'est quand même très moyen à vendre au peuple, hein, qu'elle prétend aimer. Enfin là, c'est vraiment du théâtre total. Rappelons quand même, pour conclure sur Sandrine Rousseau, quelque chose que je dis régulièrement, qui me semble essentiel pour bien comprendre qui elle est, et c'est quelque chose que je dis toujours avec gravité, parce que je le dis avec beaucoup de compassion et d'empathie, même si je pense qu'elle n'a rien à faire en politique à cause de ça, c'est quelqu'un qui a avoué avoir des pensées suicidaires. Voilà. Donc, ça vous dit très concrètement ce qu'est le gauchisme, hein, donc c'est une démonstration parfaite. C'est très triste pour elle, personnellement, vraiment, je suis sincère quand je dis ça. Maintenant, ça serait bien qu'elle se tienne éloignée de la politique et de toute potentialité d'influer sur nos vies. Voilà, parce que moi, j'ai pas envie que quelqu'un de suicidaire décide ce que j'ai à faire dans les années à venir. Voilà. Donc voilà, je finis sur une note un peu négative, mais Sandrine Rousseau, au-delà de cette note un peu moyenne, c'est quand même quelqu'un qui nous a beaucoup fait rire cette année. Donc bravo à elle pour cette 3e place. C'est un podium largement mérité. En 2e position, les amis, et ça a été un combat homérique avec celui qui est à la première place, parce que franchement, Thomas Guénolé, il a tout donné dans la dernière partie de l'année pour revenir. Je sais pas, il est réapparu de nulle part, là. En fait, il est revenu dans Touche pas à mon poste, jouer le gauchiste, et franchement, il a multiplié les déclarations choc ces dernières semaines. Il a failli finir à la première place. Voilà. Thomas Guénolé, il nous a tout fait. Alors, on va revenir rapidement. Bien sûr, il a déclaré que la théorie du genre n'existait pas. Bon, j'ai déjà évoqué ce sujet-là, je ne reviendrai pas dessus, mais évidemment que si, c'est ce qu'on appelle l'obscurantisme égalitariste qui nie le fait qu'il y ait des différences biologiques entre les individus, les populations, mais aussi les sexes, et donc pour les gauchistes, et donc pour Thomas Guénolé aussi, eh bien, et femme ou et homme, celui, non pas qui est biologiquement un homme ou une femme, mais celui qui se pense homme, qui se veut homme ou femme.
Voilà ce que c'est la théorie du genre. Donc évidemment, elle existe. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu le fait que, selon lui, le niveau des jeunes générations, niveau scolaire, etc., montait, voilà, par rapport à avant, et que ceux qui disaient le contraire étaient d'horribles réactionnaires qui ne connaissaient pas la société d'avant. J'ai déjà débunké ça dans une précédente émission, donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est évidemment complètement faux. On peut se référer à l'étude de l'Observatoire Hexagone sur la question qui répertorie un petit peu tout. C'est évident qu'il y a bien une baisse du niveau des élèves en France qui est phénoménale. Voilà. Il nous a dit ensuite qu'il fallait simplifier la langue française. Ben, on comprend pas. Si le niveau des jeunes français monte, théoriquement, on n'a pas à simplifier la langue. Bon, bref, mais bon, ça c'est grosse incohérence de la gauche. Il a également déclaré que la France devrait indemniser les pays qu'elle a colonisés. Bon, ça c'est un truc de gauchiste carabiné, mais c'est assez classique. C'est de la folie, je m'étale pas là-dessus. Mais vous voyez qu'il a vraiment collectionné les perles en quelques semaines seulement. Franchement, c'était un retour fracassant pour Thomas Guénolé, hein. Il a évidemment déclaré qu'il fallait interdire le Rassemblement national. Voilà. Dans le respect des règles démocratiques, bien entendu. Franchement, c'est incroyable. Et puis, enfin, il y a eu cette séquence complètement dingue sur laquelle je suis déjà revenu en longueur. Face à Laurent Oberton sur VA+, il a voulu prouver qu'il n'y avait aucun lien, aucune corrélation entre immigration et délinquance, sauf que, en voulant prouver cela, eh bien, il a démontré l'inverse, qu'il y avait en réalité une corrélation entre immigration et délinquance. Je suis revenu, pareil, en longueur dans une vidéo dédiée dans le Nouvelle Vague numéro 159. Je vous invite à voir, sinon, sur les réseaux, notamment sur Twitter, je vous mettrai le lien de cette démonstration, ce sera plus simple. Vous avez en 5 minutes, je vous explique tout. Mais en fait, même en prenant des variables complètement pourries de manière consciente, hein, pour essayer de trouver la corrélation la plus basse, il a quand même trouvé, contrairement à ce qu'il ose dire, il a quand même trouvé une corrélation. Donc c'est quand même assez exceptionnel. Il s'est tiré une balle dans le pied assez phénoménale. Donc voilà, il a fait un grand chelem, Thomas Guénolé. L'année prochaine, ça va être chaud. S'il continue sur cette lancée, il sera dans les 3 premiers l'année prochaine, c'est certain. Et il pourrait même être à la première place parce qu'il y a du gros niveau. Même si vous allez le voir, le numéro 1, il est quand même solidement en place. Et les amis, en première position, il a fait la course en tête toute l'année, même si sur les dernières semaines, c'était un peu plus compliqué. Il a trouvé un challenger avec Thomas Guénolé. Il est quand même imbattable. C'est le meilleur des gauchistes. Il s'agit bien entendu de Mathieu Slama, qui n'est peut-être pas connu tant que ça du grand public, mais pour les initiés, vous le savez, c'est vraiment un gauchiste chimiquement pur qui est assez phénoménal, franchement. Alors il s'est illustré tout au long de l'année, c'est pas compliqué, c'est celui qui est revenu le plus souvent et toujours à des super places, hein. Il a fait plusieurs fois premier, enfin vraiment du très haut niveau. Alors en début d'année, il avait déjà déclaré qu'il n'y avait aucun lien entre immigration et insécurité ni à Mayotte ni ailleurs. Donc déjà là, bon, vous voyez qu'il faut être sacrément allumé. Et puis ensuite, il était présent quand même très souvent. Regardez, 2e édition des top 5 des gauchistes de la semaine, donc c'était vraiment le tout début de cette série, eh bien, il nous sortait des folies qui m'avaient directement attiré quand même, hein. Voilà ce qu'il déclarait sur Twitter, hein, le RN pourrait dépasser les 30% aux élections européennes, une catastrophe démocratique qui se déroule dans l'indifférence générale. Une catastrophe démocratique qu'un parti, eh bien, obtienne les suffrages d'une partie importante de la population. Voilà. Que les électeurs français d'eux-mêmes, volontairement, démocratiquement, votent pour le RN, c'est une catastrophe démocratique. Ça n'a aucun sens. C'est du gauchisme. Donc ça, c'était la 2e émission. 3e édition des top 5 de gauchistes de la semaine. La semaine suivante, il était encore dans le classement avec cette sortie qu'il a immédiatement propulsé. Numéro 1, c'est quand même colossal. L'identité de l'Europe, c'est d'être sans identité. C'est d'être le lieu des droits de l'homme et de l'ouverture, soit tout le contraire de ce qu'elle est aujourd'hui. L'identité de l'Europe, c'est d'être sans identité. Alors là, il y a évidemment beaucoup trop à dire, mais il y a une identité historique, culturelle, biologique, civilisationnelle. Évidemment qu'il existe une population européenne qui se différencie génétiquement des autres populations du monde, avec une histoire propre, avec des épreuves traversées ensemble, avec une culture commune, avec bien sûr le christianisme, etc. Bon, évidemment qu'il y a une identité européenne, bon, mais lui, il peut pas le voir, parce que c'est
énorme gauchiste, je vous dis, chimiquement pur. Donc l'identité, pour lui, c'est le diable absolu. Bon, alors je lui ai fait une grosse réponse dédiée dans une vidéo YouTube. Tiens, je vous mettrai le lien en description pour que vous alliez la voir. Je pense qu'elle explose Mathieu Slama, donc ça fait toujours plaisir. Mais vous voyez qu'il avait fait très fort, quoi. Ensuite, il avait tweeté ça j'en avais parlé dans la 7e édition de la série des top 5 des gauchistes de la semaine. En parlant de Thibaut InShape, il disait « La droitisation de la France, nouvelle illustration. Le succès de Thibaut InShape égale droitisation de la France. » Pourquoi ? Parce qu'il fait du sport, sans doute, qu'il prône un mode de vie sain et que c'est pas un gauchiste. Voilà, donc ça suffit. 9e édition, il avait été présent aussi. Regardez, il parle des JO. C'est assez extraordinaire, on l'écoute. Je n'aime pas, pendant ces JO, alors je sais que certains vont pas aimer ce que je vais dire, mais la surenchère de nationalisme. Les JO, c'est vraiment le moment où c'est l'esprit nationaliste qui l'emporte, les hymnes, les drapeaux, la ferveur patriotique, etc. C'est pas forcément mal, le nationalisme, là, en l'occurrence. Moi, j'aime pas ce chauvinisme exacerbé, j'aime pas ces symboles-là. Donc vous voyez, c'est extraordinaire, voilà. Le nationalisme, il aime pas. Les drapeaux, il aime pas. Mathieu Slama, c'est un gauchiste, donc évidemment qu'il aime pas ça. Lui, il aimerait que l'humanité tout entière soit finalement exactement semblable. Dès lors, il n'aime peut-être pas la diversité. Puisque si on veut de la diversité, il faut bien qu'il y ait des barrières, il faut bien qu'il y ait des nationalités, qu'il y ait des drapeaux, voilà. Pour qu'il y ait diversité, il faut qu'il y ait différence. Mais ça, les gauchistes ont beaucoup de mal. Et Mathieu Slama, c'est évidemment encore pire. Alors, il s'est pas arrêté là sur les JO. Regardez ce qu'il nous dit, c'est un peu dans la même veine, mais c'est toujours aussi savoureux. Moi, je veux bien l'engouement autour des Jeux Olympiques, très bien. Moi, j'ai déjà dit, je le redis, moi, je suis pas à l'aise avec tout un tas de choses pendant ces Jeux Olympiques. Le chauvinisme, le nationalisme, les gens qui soutiennent de facto les Français plutôt que les autres. Moi, j'ai toujours pensé que dans le sport, on devait soutenir son sportif préféré et pas forcément le sportif de sa ville ou de son pays, mais passons. Donc, bref, mais au-delà de ça, moi, ce qui me dérange dans ces Jeux Olympiques, c'est cette espèce d'unanimisme forcé, dépolitisant. Moi, je veux bien l'engouement autour des Jeux Olympiques. Bon, donc notre ami Slama, il a bien conscience qu'il a une position quand même qui est ultra marginale, tellement il est caricatural, hein, cet homme-là. Mais c'est vraiment ça le gauchisme au fond. Donc c'est hyper intéressant d'avoir Slama parce qu'il nous dit clairement tout haut ce que beaucoup de gauchistes soit pensent tout bas, soit qu'ils n'ont même pas conscience de porter, d'amener ultimement au bout de leur idéologie. Donc c'est hyper intéressant, vraiment. Mathieu Slama, il est top là-dessus. Alors, on continue sur les pépites de Mathieu Slama. On le voit qu'il commente tout ce qui s'est passé autour d'Inoxtag, du fait qu'il ait gravi l'Everest, etc., etc. Alors Mathieu Slama, lui, il est contre. Voilà, il est contre ce discours de développement personnel. Donc en gros, croyez en vos rêves, faites des efforts et vous y arriverez. Pour lui, c'est pas possible, hein. Ce discours de développement personnel se veut inspirant, mais il véhicule un message profondément néolibéral. Ça veut pas dire grand-chose, en fait ça veut dire de droite, hein. Il sacralise les notions de réussite et d'effort, en omettant le fait que notre société ne donne pas les mêmes chances à tous. Alors ça, c'est assez exceptionnel. Alors, déjà, évidemment, là encore, les différences entre les individus, les différences de potentialité, elles sont uniquement, dans la tête de Mathieu Slama, qui est un pur gauchiste, uniquement sociales. Ça n'a rien à voir, selon lui, hein, avec la biologie, les gènes, etc. Voilà. S'il y a des gens qui sont plus grands que d'autres, dans la tête de Mathieu Slama, c'est à cause de la société. Bon, c'est des gens qui sont plus capables que d'autres, c'est la faute de la société. Mais dans les deux cas, il y a peut-être un peu de génétique quand même. Bon, mais au-delà de ça, voilà, pour lui, les notions de réussite et d'effort, c'est déjà fasciste. C'est énorme, vraiment énorme. Alors là, Mathieu Slama, il va encore plus nous régaler parce qu'il va nous parler du protectionnisme. Et ça, Dieu sait que Mathieu Slama, il aime pas. Et ensuite, c'est une position nationaliste, le protectionnisme. C'est quand même considéré que, du point de vue de l'économie, c'est la nation qui doit primer les nôtres avant les autres. Et je sais qu'à gauche, il y a cette tentation protectionniste au sein de la gauche radicale, mais pas seulement. Et moi, je dis attention parce que c'est une idée qui contrevient au principe internationaliste de la gauche. Donc voilà un peu, moi, ma vision de privilégier les nôtres avant les autres. Pour Mathieu Slama, c'est impensable. C'est déjà le fascisme. Hein. Et il nous dit la gauche, c'est pas ça. Et il a raison. Le gauchisme, ultimement, parce qu'évidemment, il y a des gradations, il y a des gens qui, partant de bons sentiments, ne comprennent pas que ultimement, ça va aller jusque-là, bien entendu. Mais le gauchisme pur, représenté par Mathieu Slama, ça donne les autres avant les nôtres, ou, au mieux du mieux, les autres au même niveau que les nôtres.
Sauf que là, on est dans la folie furieuse. Évidemment que dans la réalité, on privilégie sa famille, ses amis, ses proches, ensuite ceux qui partagent une culture commune, une nationalité commune avec nous, et ensuite de cercle concentrique en cercle concentrique, on arrive à la sainte humanité que la gauche voudrait mettre au premier plan. Mais vous voyez, il y a une logique. Et privilégier les siens, sa famille par exemple, ça ne veut pas dire que vous souhaitez la mort et la misère de ceux qui sont dans les derniers cercles concentriques. Absolument pas. Mais pour les gauchistes, c'est ça, au fond. On est dans un monde complètement loufoque où il y a une égalité parfaite, cet absolutisme égalitariste dont je vous parlais en introduction de cette vidéo. C'est Mathieu Slama. Et pour conclure, on se retrouve avec une déclaration récente de Mathieu Slama qui n'étonnera pas grand monde, évidemment. Il nous parle de son amour modéré pour la France. On l'écoute. Une chose très simple. Aimer la France ou pas, on s'en fiche, c'est pas le sujet. Moi, j'aime pas particulièrement la France. J'ai pas un rapport particulier avec l'histoire de la France. Bon, bah ça nous étonnera pas, ça n'étonnera pas tous ceux qui ne connaissaient pas le personnage et qui ont appris à le découvrir là ces quelques minutes où j'ai pu vous présenter ces frasques. Mathieu Slama, c'est le gauchiste ultime. Thomas Guénolé est pas loin derrière, mais à part ça, la concurrence, elle est très éloignée parce que le sommet, il appartient à ces deux monstres. Sandrine Rousseau qui est 3e, elle est franchement, elle est pas au niveau. Elle est pas au niveau. Mathieu Slama, c'est lui qui a rythmé toute cette année à vos côtés là, de Top 5 des gauchistes de la semaine. Il a fait 2e édition, 3e édition, 7e édition, 9e, pardon, 10e, 14e, 18e, 20e. Il était présent tout le temps. Et parfois, je l'ai écarté. Je me suis dit, je vais pas leur faire ingurgiter de force du Mathieu Slama matin, midi et soir. Et pourtant, il y aurait matière. Donc, bravo à lui qui a conquis de haute lutte, mais finalement, très logiquement, ce titre de gauchiste de l'année 2024. Bravo à lui, belle performance, assez exceptionnelle. Lui qui aime pas les JO, franchement, là, il a une performance olympique. Donc bravo à lui, bravo à tous les participants, bravo aussi à tous ceux que j'ai pu évoquer qui ne sont pas présents dans ce classement, qui restent bien sûr subjectif et donc imparfait, mais enfin il y a quand même beaucoup d'objectivité là-dedans. Je pense qu'à quelques détails près, ça doit pas choquer beaucoup de monde, mon classement. Merci à tous qui avaient suivi cette émission tout au long de l'année. Pour ceux qui apprécient mon contenu, vous pouvez le soutenir. Rendez-vous en description, vous avez un lien vers ma page Tipeee qui vous permet de soutenir mon travail à partir de 5 € par mois. En échange de ce soutien, vous accédez à la communauté Sunrise avec du contenu exclusif, des vidéos dédiées, l'accès à un groupe Telegram privé, etc. Merci d'avance pour votre soutien les amis. Et on se dit à très vite pour une année 2025 où les gauchistes n'ont pas dit leur dernier mot. Je pense qu'on va se régaler. Salut tout le monde.